Vous êtes bien sur InfoBrut. InfoBrut, c'est toute l'information sans censure et 100% sûre. Vous êtes aussi dans votre nouvelle émission, Le Grand Bazar. Le Grand Bazar, c'est votre hebdomadaire de l'actualité. Au cours de cette émission, une fois par semaine, nous allons traiter les sujets les plus saillants de l'actualité. Voilà. Donc, cette semaine, nous avons choisi pour vous trois sujets. Et le premier, il s'agit de la Journée internationale de la liberté de la presse. Il en a été aussi question au Mali de la fixation de la date du 18 juin comme la date où aura lieu le référendum constitutionnel. Un moment très attendu au cours de cette transition qui est en cours. Nous allons parler en fin d'émission du mandat de la MINUSMA. Le mandat de la MINUSMA devrait-il être renouvelé? Votre réponse en commentaire, s'il vous plaît. Alors, j'aimerais aussi demander l'avis de mes invités ici présents qui ont eu vraiment la gentillesse de répondre à notre invitation. Il s'est fait appeler communément Lawale Chaka. À l'état civil, Chaka Keita. Il est diplômé en journalisme. Monsieur Chaka, soyez le bienvenu. Merci. Bonsoir, vous allez bien? Bonsoir à vous et tous les abonnés. Voilà. En face de lui, vous avez monsieur Fernand Sangaré. Ce n'est pas Ferdinand, c'est Fernand, comme il aime le dire. Monsieur Fernand Sangaré, il est chroniqueur du Grand Bazar. Fernand, ça va? Oui, ça va. Je pense que tu te portes bien. Oui, moi ça va. Ok, bien. Alors, si tout le monde va bien, et installez-vous confortablement, nous allons partir directement sur le premier sujet. Et je vais m'adresser aux journalistes de formation, monsieur Keita. Alors, nous avons célébré cette semaine la Journée internationale de la liberté de la presse et le Mali a eu droit à un communiqué qui a été adressé, le Mali et le Burkina bien sûr. Et au cours de dans ces communiqués-là, on a attiré l'attention de nos autorités sur la liberté de la presse, sur nationale et sur certains médias dans notre pays. Mais nous allons aussi en profiter pour parler, comme je le disais tantôt, sur les hommes des médias, les hommes de presse. Aujourd'hui, la liberté de la presse au Mali, qu'en est-il? La première question, c'est de savoir d'abord qui est journaliste, monsieur Keita. Qui est journaliste? Selon les textes du Mali, qui est journaliste? Merci beaucoup pour la question. Au Mali, selon la loi qui régit ces métiers, qui date de 2000, est journaliste celui qui est détenteur d'un diplôme de l'école de journalisme ou qui a un diplôme supérieur et un an d'expérience dans un organe de presse ou celui qui a une activité principale comme collecte, traitement d'informations. À grosso modo, ce dernier est considéré comme journaliste. Pour comprendre mieux, c'est comme celui qui est sortant de l'école de droit, de lettres ou d'économie, qui a une licence ou en tout cas qui a un diplôme supérieur là-bas, qui juste peut faire un an de stage au sein d'un organe de presse, quelle que soit la nature, presse écrite ou audiovisuelle. Ce dernier peut avoir sa carte de presse au Mali. Aussi simple que ça? Oui, malheureusement, pendant 20 ans, un texte qui a déjà montré ses faiblesses avec plusieurs réalités socio-professionnelles qui sont montrées à travers l'avènement de l'Internet, qui aujourd'hui est un domaine vraiment hors loi, hors texte, dont les professionnels eux-mêmes essaient de recadrer. L'exemple frappant, c'est la tentative d'autorégulation, si je peux dire ainsi, ou des relectures des textes qui régissent les médias au Mali par la Maison de la Presse en 2022, bien sûr, parce qu'ils ont vu qu'il y a vraiment des manquements par rapport au texte de 2000 et l'Appel Mali avait essayé de revoir la même chose, mais nous attendons toujours le dernier mot qui revient à la haute autorité de la communication, la HAC. D'accord. Et la HAC, la haute autorité de la communication, c'est-à-dire qu'aujourd'hui ici, en fait, pour ceux qui ne le savent pas, il y a une autorité compétente qui est là pour réguler tout ce qui est médias, tout ce qui est journalisme, tout ce qui est radio, tout ce qui est médias, tout ce qui est télé. Et je me rapproche de M. Fernand pour lui poser la question suivante. Est-ce que les hommes des médias aujourd'hui, font honneur à leur métier aujourd'hui au Mali?
Ok, bonsoir à tous. Merci pour cette question. Malheureusement, le constat est que aujourd'hui, les hommes des médias ne font pas, dans la plupart des cas, honneur à leur métier, même s'il faut en tout cas noter qu'il y a quelques-uns quand même qui essaient d'une manière à l'autre à pouvoir le faire. Mais de manière générale, aujourd'hui, en tout cas, les hommes des médias ont des difficultés quand même à honorer leur engagement, parce que dire qu'on est journaliste, c'est comme si on a prêté un certain serment. Monsieur Keita est d'accord avec moi sur ce point. Donc aujourd'hui, beaucoup sont dans des difficultés, en tout cas à honorer ce serment-là, pour plusieurs raisons dont le temps nous permettra d'édifier. Voilà. Alors, Monsieur Keita, cela m'amène à vous poser la question à savoir, qu'est-ce qui manque à nos hommes des médias aujourd'hui pour être des journalistes de référence? Qu'est-ce qui manque à ce métier-là aujourd'hui au Mali? Il y a beaucoup qui manque, mais nous allons essayer d'aborder point par point pour plus de clarification. Premièrement, une notion de formation. Aujourd'hui, sur le plan étatique, la première école de journalisme au Mali date de 2018. Là, il y a vraiment un problème par rapport à ça. Un pays qui a eu son indépendance depuis 1960, dont les premières promotions ont commencé à étudier, la deuxième promotion n'est pour le moment même pas sortie, pour dire que le chantier est vraiment large pour une toute petite école comme cela. Certes, il y a des privés qui essayent de faire un grand effort, mais avec à l'image du système éducatif malien encore, il faut malheureusement le dire. Le deuxième point, au-delà de la formation, ça c'est la situation économique des organes de presse que les professionnels essayent de faire évoluer vers l'entreprise de presse, c'est-à-dire qu'il faut vraiment que le journalisme soit un métier qui puisse faire vivre son nom. Malheureusement aujourd'hui, peu de journalistes ont un contrat professionnel. Du coup, les gens vivent à travers ce qu'ils appellent les gombos, les prix d'essence. Malheureusement, on ne peut pas avoir un média de qualité si économiquement les organes de presse ne sont pas équipés. Et nous avons également, au-delà de tout cela, des connaissances vraiment géopolitiques. Il faut que nos journalistes soient vraiment au centre de ce qui nous entoure. Malheureusement, nous nous inspirons toujours des autres dans le traitement d'informations, dans la transmission de l'information et tout ce qui y va. Donc, voilà en gros ce qui entrave un peu le secteur médiatique malien, tout comme le cas des réseaux sociaux, qui aujourd'hui est le moyen qui donne à presque 60% de l'information au Mali, mais malheureusement qui est hors texte, comme nous l'avons dit. Donc il faut que les gens qui y exercent dans ce domaine soient vraiment outillés des règles d'éthique et de déontologie de métier de journalisme. Monsieur Ferdinand, oui. Au-delà de ce que M. Keita a dit, avez-vous autre chose à ajouter par rapport à ce qui manque à nos hommes des médias? Oui, dans la plupart des cas, il faut comprendre que beaucoup de choses manquent à nos journalistes. Il a touché à la question d'éthique et de déontologie. Mais au centre de cette question de déontologie et d'éthique aussi, il y a cette question de financiarisation qui pose aujourd'hui énormément de problèmes. Comparer nos journalistes, les conditions de vie de nos journalistes à ceux de la sous-région, vous allez vous rendre compte que le fossé est énorme. Et Fairback a l'habitude de dire qu'on pense différemment dans un palais que dans une chaumière. Et quand vous ne mettez pas les journalistes dans les conditions, il est très difficile qu'ils soient en tout cas neutres dans le traitement de l'information. Alors, si le journaliste n'est pas neutre dans le traitement de l'information, il se glisse sur un autre terrain qui lui est étranger. Donc, aujourd'hui, le constat est amer. Aujourd'hui, tout le monde est journaliste. Aujourd'hui, on ne sait même pas qui est, en tout cas, quelle est la différence entre un journaliste, un communicant, un vlogueur. Comment dire? En tout cas, il y a toute autre spécialité qui se mélange aujourd'hui dans le monde du journalisme. Cela s'explique en grande partie par le fait que depuis fort longtemps, les journalistes ont été laissés dans la précarité. C'est là aussi, ça s'explique aussi par le fait que, par ce qu'on peut appeler la fragilité
des textes qui régissent le métier du journalisme. Et si vous dites que journaliste seulement, celui qui est diplômé de n'importe quelle école, qui a fait un an de stage dans un organe de presse ou en tout cas audiovisuel, cela laisse quand même, comment dirais-je, la place à n'importe qui de s'infiltrer dans ces domaines-là. Or, normalement, ces métiers ne devaient pas être réservés à tout le monde. Voilà donc, en grosso modo, ce qu'il faut quand bien même ajouter. M. Keita, est-il dangereux d'être journaliste au Mali? Est-ce que c'est un métier dangereux? En réalité, ça dépend toujours de la ligne éditoriale que nous avons et de la façon d'information que nous avons. Mais il a parlé de certaines choses et je veux revenir par rapport à ça quand il parle de la neutralité. En réalité, je fais partie de ces personnes qui sont contre ces notions de neutralité, subjectivité, objectivité. Je suis pour l'équilibre. Il faut donner l'opportunité aux journalistes d'avoir la version des faits de chaque côté et que l'information soit équilibrée. En réalité, nous sommes des humains, on ne peut pas être neutre. C'est ce qu'on appelle neutralité? Non. Lorsque le journaliste ne prend pas parti de l'information, lorsqu'il donne l'information telle qu'elle est, est-ce que c'est pas ce qu'on peut appeler déjà neutralité? Le fait de venir vers l'information, on n'est pas neutre. Parce qu'il y a 1000 informations pendant la journée. Si vous venez vers une information, vous avez failli à cette notion de neutralité parce que ça vous intéresse, vous vous impliquez. Et cette question de neutralité, moi je pense qu'elle est divine. Donc un être humain ne peut pas prétendre être neutre étant déjà que vous êtes dans un fait. Donc il faut que nous revoyions ce côté. Est-il dangereux d'être journaliste au Mali? Alors, dangereux d'être journaliste au Mali, plus ou moins. La situation actuelle aujourd'hui est vraiment alarmante parce que les journalistes se font beaucoup plus de mal même que ce que les gens considèrent comme bourreau. Parce que ce que j'appelle avoir peur, ça c'est l'autocensure. Aujourd'hui au Mali, les journalistes font recours à l'autocensure même que les régulateurs ou même le pouvoir les empêchent de traiter. Pourquoi faites-vous cela? Non, pour plusieurs raisons. Parce qu'on veut plaire à tout le monde. Ok. Là, il y a un problème. Là, si vous voulez plaire à tout le monde, vous allez vous mettre des pressions pour ne pas parler de certains sujets et pour ne pas vous faire battre peut-être, entre guillemets. Là, quand vous dites, est-ce que c'est dangereux? J'aimerais vraiment clarifier. Au Mali, les journalistes ont parfois des problèmes. Mais tous ceux qui ont des problèmes dans la sphère journalistique ne sont pas forcément des journalistes. Donc, il faut clarifier. Par exemple, les gens qui ont été kidnappés, tout truc, il y a des journalistes dedans. Il y a certains qui sont en prison, mais ce ne sont pas des journalistes, mais ils sont arrêtés dans la sphère journalistique. Est-ce que cela fait des journalistes? La question reste posée. Oui. M. Fernand, la même question. Hein? Oui. Est-ce qu'il est dangereux aujourd'hui, d'officier aujourd'hui au Mali en tant que journaliste? Oui, il est dangereux. Il est dangereux à partir du moment où on ne sait même pas qui est le journaliste en tant que tel et celui qui fait ce qu'on appelle une effraction pour rentrer dans le métier. Donc, à partir du moment où il y a la difficulté de vous différencier, en tout cas, à faire la différence entre les vrais journalistes et les amateurs. Et les intrus. Oui, à partir du moment où il y a la difficulté de, comment dirais-je, de distinguer l'amateur du professionnel, il y a une difficulté parce que ce que l'amateur fait pourra être considéré comme ce qu'un journaliste a fait. Et les journalistes eux-mêmes aujourd'hui n'ont pas les moyens de contrôler parce que cela s'explique, je disais au début, par la fragilité des textes. Les textes ont laissé le libre choix à chacun de s'infiltrer dans ce monde. Une dernière question pour clôturer avec ce premier sujet. Oui. Solution? Bon, la solution, c'est les textes. Hein. C'est les textes. Il faut proposer des textes, il avait dit, il faut proposer des textes, il faut que la HAC, en tout cas en conformité avec tous les autres organes, tous ceux qui sont en tout cas les organes de régulation et autres, arrivent à proposer des textes, en tout cas qui essaient en tout cas d'être un peu rigoureux dans la définition même du mot journalisme. C'est important. M. Keita, solution? Ça pourrait être prétentieux, mais j'en appelle à la responsabilité des journalistes. Les journalistes doivent être responsables de ce qu'ils produisent, des idéologies ou l'idéal qu'ils suivent, et puis c'est tout.
ils vont obliger le pouvoir à vraiment s'intéresser au domaine. Mais si les journalistes n'ont pas le courage vraiment d'être responsables de ce qu'ils disent, ça va toujours être continuel. Je sais que de ce sujet, on en avait beaucoup d'autres à dire, mais on n'aura pas le temps de tout dire sur ce plateau, vu que nous avons d'autres sujets à traiter. Et à titre personnel, j'ai commencé par le message envoyé au Mali et au Burkina. Je terminerai là-dessus. Je sais que nous sommes en transition dans ces deux pays, mais je sais aussi que c'est déjà ces deux pays africains. En plus, je sais qu'il y a d'autres pays où il y a des problèmes par rapport à la liberté d'expression. Alors, j'aimerais aussi attirer l'attention sur ces différents pays-là aussi, que ce soit en Asie, au Moyen-Orient, etc., etc. Voilà. Donc, cela nous ramène à notre deuxième sujet. Reporté du 19 mars, finalement, les autorités ont décidé d'organiser le référendum au 18 juin. Mais il y a une question qui bloque. Il y en a qui appellent à voter au référendum massivement, et il y en a qui restent un peu perplexes, et d'autres demandent carrément à ne pas voter. Le sujet qui bloque aujourd'hui, c'est la question de la laïcité. Vous êtes d'accord avec moi qu'aujourd'hui, voilà, il y a beaucoup de points qui ont été revus dans l'ancienne constitution et le projet de nouvelle constitution. Et parmi, entre autres sujets qui font polémique aujourd'hui au sein de l'opinion nationale, il y a la laïcité. Monsieur Ferdinand, oui. Vous avez vu ce débat-là au sein de l'opinion? Oui. Alors, qu'en est-il de votre côté? Merci pour cette question. C'est très important de toujours revenir sur cette question. Mais moi, je pense que la laïcité n'a jamais posé de problème au Mali. Si je me permets de définir la laïcité, elle permet à chaque individu d'adorer ou sinon de pratiquer la foi, la religion de son choix dans le pays. Dire qu'il faut enlever le mot laïcité dans la Constitution, c'est comme si on disait que si tel ou tel n'est pas d'accord avec moi, il n'est plus malien. Ça veut dire quoi? En français facile, si vous dites que le pays ne doit plus continuer à être un pays laïque, ça veut dire à partir d'aujourd'hui où la Constitution, ou le jour où la Constitution sera votée, c'est qu'à partir de ce jour-là, tous ceux qui ne sont pas de telle ou telle religion ne seront plus maliens. Je donne un exemple. Un exemple. Sinon, je n'arrive pas à te suivre. Un exemple. Oui. Si aujourd'hui on dit que le Mali est un pays kamite, ça veut dire quoi? Ça veut dire en français facile qu'à partir de demain, tous ceux qui ne sont pas kamites ne seront plus considérés comme maliens. Regardez, observez, est-ce que ça fait mal ou pas? C'est ce que les gens ont du mal à comprendre. Certains pensent que majorité ne veut pas dire aussi qu'il faut exclure la minorité. Parce que le Mali est un pays de diversité culturelle. Et si au Mandé, je vais revenir un peu sur le Mandé, si au Mandé, il n'y avait pas de tolérance religieuse, aucune autre religion n'allait être introduite au Mali. C'est ça la vérité. Parce qu'à un moment donné, les commerçants du Mandé ont collaboré avec les arabo-berbères qui venaient faire du commerce avec les Mandingas, lesquels ont en tout cas donné la religion à nos Mandingas. Et quand ils sont venus avec la religion musulmane, les autres qui ne savaient pas ont accepté. Mais en ce moment-là, ceux qui n'étaient pas musulmans avaient la force, avaient tous les moyens, en tout cas de faire en sorte qu'une autre religion étrangère ne soit pas introduite au Mali. Et si ceux-ci n'avaient pas la bonne foi, l'islam avec les religions avec lesquelles on se tape la poitrine aujourd'hui n'allait pas être introduite au Mali. C'est ça aussi la vraie version. D'accord, ça c'est votre version, mais il y en a aussi qui disent que l'islam nous est venu du nord du pays. Tombouctou, Kidal, Gao. Mais je reviens vers M. Lawale Chaka. Voilà. Il y en a qui, à la place d'un État laïque, proposent un État multiconfessionnel. Est-il possible au Mali, aujourd'hui, d'avoir un État multiconfessionnel? La possibilité dépend de la volonté du peuple malien. Malheureusement, ceux qui parlent ne représentent pas le peuple. Cette question de légitimité revient toujours, mais rapidement. Il a défini la laïcité sous un angle pour compléter. Nous allons partir de la thèse par laquelle ceux qui sont contre la laïcité défendent. Ils pensent
peut-être étymologiquement, la laïcité veut dire la séparation de pouvoir et l'Église. Donc, la séparation de pouvoir et la religion. Donc, ils estiment qu'il ne doit pas avoir une relation entre tout ce qui est religieux et tout ce qui est étatique en réalité. Peut-être nous les comprenons dans ce sens, mais la proposition faite, elle n'est pas convaincante dans la mesure où la laïcité proprement dite ou étymologiquement expliquée n'est pas pratiquée au Mali. Depuis 1960, nous sommes dans une laïcité qui permet non seulement la tolérance religieuse, mais qui donne également la possibilité à chacun de respecter la religion de l'autre. On peut revenir sur ces questions, mais ce qui est l'État multiconfessionnel, c'est-à-dire les gens auront des responsabilités en fonction de leur orientation confessionnelle, là, il y a un problème. Donc, s'ils veulent que, dans ces cas, ils vont même donner des pouvoirs à des gens qui n'ont pas de pouvoir. Et si moi, je m'affirme Kamit, si vous donnez les postes de président de la République à un musulman de quelle tendance? Premier problème. Si vous donnez maintenant le poste de Premier ministre à des chrétiens de quelle tendance? Et également, président de l'Assemblée nationale et Kamit, peut-être il ne va pas avoir un grand problème à ses côtés. De quel bord? Il y a aussi des organisations Kamit. Effectivement, qui se différencient aussi. Il y a tout un problème. Je pense Absolument. que l'organisation sociale que nous avons aujourd'hui, même si quelquefois est parfois inspirée de... C'est très hybride. C'est parfois inspiré de l'Occident, de l'Orient et parfois de nos pratiques ancestrales. Il faut encore revisiter le génie malien pour faire ressortir quelque chose de potable qui prend le bon côté de toutes ces civilisations et qui va donner la civilisation malienne à l'époque, indépendante, qui est aujourd'hui 2023. Voilà. Moi, je tiens à apporter une précision par rapport à la laïcité. Avec la petite connaissance que j'ai eue, que j'ai appris de nos grands précepteurs, nos grands-parents de la génération indépendance, ils nous ont dit que la laïcité à la malienne est différente de la laïcité française. Parce qu'il y a eu aussi ce débat-là. Il y en a qui pensent que la laïcité est française et que c'est une copie conforme de la laïcité française qui s'est retrouvée dans notre constitution. En tout cas, pas dans la constitution de la Première République où on défendait un peuple, un but une fois, un peuple parce que nous sommes très différents. Et que si nous voulons mettre en place un État Mali, il faut que chacun mette de côté ses origines, ses revendications territoriales, ses ethnies, ses religions, et qu'on se retrouve dans un ensemble appelé le Mali. Un but est que toutes ces communautés-là réunies devraient avoir le même but, c'est-à-dire le Mali. Et une fois et l'enfoi à la République. C'est-à-dire qu'il était écrit dans notre Constitution, je ne sais pas si c'est encore maintenu, que nul ne devrait faire référence ni à sa religion, ni à ses origines, ni à son, comment on appelle, à son territoire, quand il officie au nom de l'État. Voilà. Donc, bon, je vais... Pour ajouter quelque chose, oui. C'est que ce qui trompe beaucoup de gens, ils pensent que la laïcité, c'est un mot que nous avons importé de la France. Ce qui n'est pas vrai. Avant même l'arrivée du colon, la laïcité existait au Mali. Dans notre Mali ancien, la laïcité a toujours existé. Et ce que beaucoup aussi ignorent, c'est que le mot laïcité vient même d'un savant qui était musulman, qui s'appelle Ibn Khordou. Ah bon? Oui. Ibn Khordou, c'est lui qui a proposé, qui était le conseiller du sultan du Maroc. C'est lui-même qui a conseillé la laïcité au roi du Maroc à l'époque. Et c'est la France qui s'est inspirée de son modèle parce qu'il fut l'un des penseurs les plus influents de son époque. C'est la France même... Bon, vérifier cette information. Mais c'est vérifiable. Okay, la France même s'est inspirée de son modèle parce que avant, c'est l'Église qui gérait l'État en France. Il n'y avait pas de différence entre l'Église et l'État. Donc, ce sont les prêtres de l'Église qui géraient l'État en France. Et c'est jusqu'en 1905 qu'il y a eu ce qu'on appelle la loi de la séparation de l'Église à l'État. C'est vérifiable, ces informations. Merci beaucoup, M. Fernand, pour cette leçon d'histoire. À vérifier, chers abonnés, aidez-nous à vérifier. Et mettez en commentaire vos avis. Et le débat continue avec vous. Voilà, si vous avez des questions, si vous avez des choses à proposer aussi. Voilà, je reviens, monsieur, au référendum déjà. Le référendum. Je reviens au référendum. Maintenant, laïcité mise à part. Ce référendum,
pourrait-il avoir lieu partout au Mali, compte tenu du contexte actuel? Est-ce que ce référendum est tenable, vu que le premier a été repoussé? Techniquement, il y a beaucoup de problèmes. Le collège, quand même, est appelé le 18 juin. Mais avec la distribution des cartes biométriques qui doivent servir de carte d'électeur, enrôlement pose problème. Retrait, rectification, ça pose toujours problème. Encore, la situation sécuritaire du pays reste à désirer, sauf si on va essayer de faire semblant comme la fois dernière. Quand... Vous direz que vous êtes sceptique? Pas du tout. Je suis réaliste quand il s'agit de penser à tous ces Maliens qui ne sont pas à Bamako, qui sont encerclés, cantonnés dans leur zone, qui n'ont même pas d'école, qu'on ne peut pas penser à avoir des bureaux de vote. Mais nous sommes soumis à le temps joue contre nous. Il y a le chronogramme de la transition qui doit être respecté. Nous avons déjà un mois de retard par rapport au référendum constitutionnel. Est-ce que si nous essayons toujours de régler tous ces problèmes, est-ce que ce référendum aura finalement lieu à temps? Malheureusement, c'est une réalité. Si on va essayer de faire avec, nous en faisons avec toutes les conséquences, mais ce qui est sûr, tous les Maliens sont censés de donner son avis concernant le changement de la Constitution qui est très important dans la vie d'une nation. Ce qui est sûr, les autorités doivent vraiment prendre des responsabilités. Au moins que des grandes capitales puissent réellement organiser ces référendums, que la majorité puisse donner son avis. Ce qui est sûr, nos zones reculées vont suivre Bamako et environ. Monsieur Fernand, c'est aussi votre avis? Je pense que techniquement aussi, il y aura énormément de difficultés à tenir ces référendums constitutionnels, vu que le temps imparti, en tout cas, ne permet pas de faire grandes choses. Mais toutefois, je suis confiant que si les autorités ont la volonté, on peut faire quelque chose. Voilà, c'est toute une question de volonté qui est là. Techniquement, il peut y avoir des problèmes, il peut y avoir des difficultés, mais difficile ne veut pas dire, selon moi, impossible. Voilà. Voilà, difficile ne veut pas dire impossible. Nous exhortons les Maliens de l'intérieur comme de l'extérieur à participer massivement à ces référendums. Toutefois, nous ne donnerons pas de consignes sur ce plateau-là. Voilà, vous lisez la Constitution et écoutez les analyses et faites le choix. Faites votre choix, le peuple reste souverain. En tout cas, ces référendums, nous en avons besoin pour passer à une autre étape, c'est-à-dire les élections générales. Le Mali doit sortir de cette transition et ce 18 juin sera un test grandeur nature. Espérons que tout se passe pour le mieux pour le Mali. C'est dans ce contexte que nous allons aborder notre dernier sujet, la question de l'aménagement. La question de l'aménagement, mes deux invités ont déjà arboré leur sourire. Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi la question de l'aménagement vous fait-elle sourire, monsieur? Oui, vous savez, c'est ce problème que, comme le disent les Malinkou, les Bambara, Froukoulonte ça a Kumateban. En réalité... en français, qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire... on est indispensable l'un pour l'autre, mais voilà, cette question de séparation revient toujours, même si dans la collaboration, il y a vraiment des manquements. Moi, je pense que le départ sitôt... sitôt, 10 ans? Non, sitôt, parce que quand je dis sitôt, vous avez parlé des élections. MINUSMA est là également pour nous accompagner techniquement et pourquoi pas voir sur le plan logistique comment ça va se passer, parce que nous allons avoir besoin de l'assistance des experts ou des observateurs comme à l'accoutumée. Mais ce que je voudrais vraiment, la situation de Tombouctou m'a vraiment interpellé dans cette histoire. Quand Bamako est sorti le vendredi, Tombouctou est sorti. D'ailleurs, deux sorties à Tombouctou. Une partie pour Tombouctou est sortie et une autre partie de Tombouctou est sortie. Une seule ville, donc ça doit vraiment interpeller les autorités. Certes, nous ne sommes pas à dire qu'ils ont un bon bilan ou un bilan négatif. Ce qu'il faut vraiment revoir,
si l'aménagement doit partir, que l'armée ou que le Mali prenne ses responsabilités de faire de sorte qu'on ne voit plus le besoin de l'aménagement au Mali. C'est ce que je propose. Monsieur Fernand, oui. Quel est votre avis? Le mandat de l'aménagement devrait-il être renouvelé? Je crois que la question ne se pose pas en ces termes. La question doit se poser sur son bilan. Son bilan. Oui. Alors, je vous écoute. Il faut faire son bilan. Parce qu'à chaque fois que, en tout cas, vous êtes en partenariat avec quelqu'un, si vous constatez que les bilans ne jouent pas à votre faveur, mais vous avez quand même le droit de demander une révision du contrat ou encore une rupture du contrat. Voilà. Selon vous, est-ce que le bilan de l'aménagement est satisfaisant? Chaque Malien peut témoigner. Aujourd'hui, qu'est-ce que l'aménagement a ajouté, en tout cas au quotidien du peuple malien? C'est la question fondamentale. La sécurité pour certains, l'aide humanitaire pour d'autres. L'aide humanitaire. Est-ce que depuis quand avez-vous vu un pays se développer de l'aide humanitaire? Depuis quand? Dis-moi l'histoire d'un pays développé par l'aide humanitaire. Mais surtout quand ce sont nos autorités de l'époque qui avaient fait appel à cette mission-là. Si les autorités de l'époque avaient fait appel... besoin. Oui, s'il y avait besoin, le peuple aujourd'hui, quand il venait, quel est ce peuple qui avait dit qu'il ne faut pas les accueillir? Peut-être il y avait le besoin en ce moment. Et aujourd'hui, si vous voyez qu'un nombre important de population demande à ce que l'aménagement plie ses bagages, je ne vois pas trop en tout cas une raison de la faire maintenir ici. Parce que cela voudrait dire tout simplement que non seulement son bilan est mitigé, mais aussi parce que le peuple ne sent plus, en tout cas, sa nécessité. Sinon, si on sentait sa nécessité, on n'allait pas dire, par exemple... Une partie de Tombouctou a senti sa nécessité. Une partie de Tombouctou, mais une autre partie de Tombouctou. Donc, j'ai même eu l'information selon laquelle la partie qui demande, en tout cas, son maintien au Mali, serait entretenue par elle. Par l'aménagement elle-même. Ce sont des allées... Oui, je dis à prendre avec des pincettes. Voilà. Donc, c'est ce qui a aussi été dit par ceux qui ont dit non à son maintien. C'est la Chaka. M. Fernand, quand même, vient de dresser un bilan négatif de l'aménagement. Je trouve que son bilan est négatif. Et si le peuple demande son départ, il fait partie de ceux-là qui ne souhaitent pas qu'on renouvelle. Voilà. Mais je ne suis pas, en tout cas, par cette manière un peu agressive, je ne suis pas partant de cela. Mais je pense qu'il y a des moyens diplomatiques et techniques à travers lesquels on peut quand même demander à l'aménagement de prendre ses bagages et d'aller. Parce que je vais finir avec ces mots-là. C'est ça que l'aménagement est devenu comme une sorte de secte. Hein. Voilà. Oui, je peux dire comme ça. Parce que, on peut dire en Bamonanga, parce qu'à un moment donné, ce sont des militaires maliens aussi, des Maliens qui sont allés à des missions onusiennes dans d'autres pays. Certains sont venus avec beaucoup d'argent. Donc cela voudrait dire tout simplement aussi que ceux qui sont là, donc nous allons, sont là. Maintenant, allons laisser M. Parler, parce que je vois qu'il y a une sorte de divergence entre vous. Oui, bien sûr que oui. Oui, vous savez, moi, ma préoccupation, c'est la réaction de Bamako et la réaction des zones qui sont bénéficiaires d'une partie de Bamako et d'une autre partie du Mali. Et des zones qui sont bénéficiaires de l'assistance de l'aménagement. Certes, ils sont minimes, mais il faut prendre en compte la préoccupation de toutes ces personnes. Ce que moi j'ai dit, si un État qui tient vraiment compte à sa souveraineté ne doit pas être assisté jusqu'à un certain point. Mais il faut vraiment que nous prenions notre responsabilité. Moi, je tiens beaucoup à ça. Que nous prenions notre responsabilité. Toutes les raisons qui sont citées pour légitimer que l'aménagement reste là, que nous prenions cela en charge et que l'aménagement n'ait plus d'excuses à dire. L'armée malienne monte en puissance. Nous avons aujourd'hui, nous venons de recevoir 3000 équipements militaires. Et l'armée malienne d'aujourd'hui n'est plus comme celle d'avant. Aujourd'hui, tout le monde s'accorde là-dessus. Mais je n'en disconviens pas. Oui. Au-delà de la réception de tous ces équipements, que l'armée arrive vraiment à jouer le rôle que l'aménagement joue. L'aménagement va partir. Parlons du rôle même de l'aménagement. Qu'en est-il de ce rôle-là? Parce que quand moi j'ai lu en diagonale le dernier mandat, l'aménagement dit clairement que la protection des civils revient aux forces armées maliennes
et qu'elle est là pour accompagner le processus de la transition jusqu'aux élections, qu'elle est là pour aider l'État malien à redéployer son administration un peu partout dans le pays. Alors, oui, est-ce qu'aujourd'hui, l'État malien n'est pas en mesure de faire cela? Processus de transition, il ne serait-ce que ce point, c'est vraiment capital pour la survie d'un pays comme le Mali. Comment la ministre va nous aider sur ce plan? Je l'ai dit, si nous ne sortons pas dans ce cas, c'est comme la crise continue toujours à ce point. Ce que l'aménagement doit faire, le Mali, comme il l'a fait, demander sa façon de faire la chose, que l'aménagement exécute cela. L'État malien sait vraiment que l'aménagement a des rôles à jouer. Moi, je ne veux pas revenir que ça reste qu'on soit toujours dans l'accompagnement perpétuel, mais que les règles soient très claires toujours. Le Mali a toujours la possibilité de dire vraiment, vous pouvez partir comme vous êtes venu. Voilà. Et moi, j'ai une question. Voilà. Sinon, j'ai une petite analyse par rapport à la question de l'aménagement. En fait, moi, je voudrais qu'on mette les passions de côté. Hein. Ce débat est très passionné quand il s'agit de l'aménagement. Fernand l'a dit tantôt, la question n'est pas de l'aménagement doit partir ou pas. Pourquoi l'aménagement devrait rester et pourquoi l'aménagement devrait partir? Moi, je pense qu'aujourd'hui, cette mission doit rendre des comptes. D'abord, rendre des comptes à l'opinion internationale parce que ça fait plus de 10 ans que l'organisation est financée à plusieurs centaines de millions de dollars. Et aujourd'hui, on doit parler de résultats. Ouais. On doit parler de nécessité. Aujourd'hui, c'est-à-dire que faire le bilan, demander à l'aménagement de faire son bilan ne veut pas dire qu'on est pour ou contre l'aménagement. Ouais. Mais aujourd'hui, nous faisons face à des problèmes réels sur le terrain. Nous avons des populations qui sont abandonnées. Nous avons, l'administration qui n'est pas redéployée, nous avons pas mal de problèmes qui rencontrent une grande partie de la population malienne et cette mission multidimensionnelle est là. Et aujourd'hui, si résultat il y en a, est-ce que les Maliens le savent? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils seront là pour combien de temps? Alors, qu'est-ce qui est à revoir? Est-ce que l'aménagement aujourd'hui est prêt à faire son mea culpa? Voilà ce que j'ai fait, ce qui a marché, voilà ce qui n'a pas marché, voilà ce qu'on compte faire. Moi, je voudrais aujourd'hui c'est-à-dire qu'on dépose le ballon au milieu du cercle et que chacun, MINUSMA et tous les partenaires engagés, qu'on essaie de faire le bilan et le diagnostic de cette mission et voir ce qui ne marche pas. D'ailleurs, l'ancien président, paix à son âme, demandait un mandat beaucoup plus robuste par rapport contre les terroristes. Alors, M. Fernand, aujourd'hui, laissons de côté la passion, le ministre devrait partir ou pas partir. Parlons aujourd'hui, comment, c'est-à-dire que, est-ce qu'aujourd'hui il n'est pas temps qu'on s'asseye autour de cette mission-là, qu'on essaie de voir comment la rendre beaucoup plus efficace, ou bien la transformer en une autre mission beaucoup plus efficace. Parce qu'il y a un autre problème, c'est que les responsables de l'aménagement, sinon ceux qui travaillent dans l'aménagement, chaque fois qu'on essaie d'apporter une critique, ils prennent ça, ils prennent ça en mal. Et aujourd'hui, moi, je pense que personne n'est à l'abri des critiques, surtout quand vous avez l'argent du contribuable entre vos mains, surtout quand vous êtes en mission et que vous n'arrivez pas à atteindre tous les objectifs. C'est ce que je disais tout à l'heure, qu'il est temps de parler de son bilan. Et je ne suis même pas dans la logique qui consiste à dire qu'il faut transformer cette mission en ceci, il faut rendre sa mission ceci, cela. Tout ça, c'est autre chose. Aujourd'hui, le constat est que l'aménagement est venu pour accompagner le Mali, l'aménagement a aidé le Mali dans ce sens, dans d'autres sens. Aujourd'hui, on se sent quand même être en mesure de faire ce que l'aménagement faisait pour le Mali. Et j'aurais souhaité que l'aménagement, en tout cas que le gouvernement, refuse en tout cas de renouveler son mandat en toute honnêteté et en toute sincérité. Ouais, je suis catégorique sur cette question. Et je ne suis pas du tout, parce qu'il y a des gens aussi qui essaient de dire « Ah, l'aménagement tara, et ainsi de suite ». Quand la France était là, quand Barkhane était là, c'est les mêmes questions que les gens posaient. Mais Barkhane est parti, d'après les Ivoiriens, il y a fouille. Donc quand l'aménagement aussi va partir, il y a fouille. Monsieur Guida, êtes-vous d'accord? Je sais que la question ne se pose même pas, vous n'êtes pas du tout. Je ne suis pas du tout d'accord. Quand le gouvernement a suspendu toutes les coopérations financières des ONG de la part de la France, mais nous avons vu les conséquences
Non, je n'ai pas dit les ONG, je dis pas. Moi, je reviens de cela. Exemple, le gouvernement avait dit qu'il va prendre ses responsabilités, qu'il ferait de sorte que ces gens ne soient pas dans les besoins, il va les recycler. Mais jusqu'à présent, rien n'est fait. Ce que je suggère vraiment, que nous trouvions une solution dans l'après-MINUSMA avant de la faire partir, que de faire partir la MINUSMA et de s'asseoir, qu'est-ce qu'on va faire. Je pense qu'on doit prévoir les choses, on ne doit plus être dans le recul, il faut anticiper. L'anticipation, c'est aussi la force d'une bonne politique. Merci beaucoup, M. Lawale Chaka Keita, diplômé en journalisme. Merci beaucoup, M. Ferdinand Sangaré. Merci de vous être rendu disponible pour cette émission. Et je pense que nous avons passé un très bon moment ensemble. Nous ne connaissons pas tout, on ne peut pas tout dire sur ce plateau. Le débat continue. Chers abonnés, vous êtes sur InfoBrut. Toute l'information sans censure et 100% sûr. Faites vos commentaires, faites vos critiques. Dites-nous si le présentateur a été bon, si les invités aussi ont été bons, si vous êtes voilà, par rapport aux 3 sujets. Et nous allons les relayer lors de la prochaine émission. Voilà, c'est tout pour votre hebdomadaire de l'actualité Grand Bazar. On se dit à très bientôt, Inch'Allah. D'ici là, restez connectés, restez abonnés sur nos différentes plateformes, Facebook, YouTube, etc. À très bientôt sur le même plateau.